Bonjour, alors là, avec les visios, en fait, on ne se dit pas bonjour, mais on s'entend avant, vous nous voyez plus ou moins, vous voyez un petit peu les coulisses, et puis ça y est, feu, on démarre avec ce nouveau plateau repas. Plateau repas, c'est une initiative proposée par la Rotonde, Centre de culture scientifique, technique, industrielle de l'École des mines de Saint-Étienne, qui, avec le Covid, eh bien, a investi évidemment le numérique et les tuyaux magiques de l'Internet pour rester en lien entre des experts, des scientifiques, et puis nous le grand public, afin de nous éclairer sur un certain nombre de sujets. Et comme la Rotonde eh bien, avait programmé dans ses murs l'exposition Explore Mars, nous avons construit autour de la thématique de l'espace et de Mars en particulier une programmation associée, une programmation augmentée, hélas, sans le support même de l'exposition, puisque nous ne pouvons, hélas, toujours pas accueillir de public. On espère qu'à la fin du printemps, nous pourrons vous accueillir dans nos murs pour que vous voyez cette très, très belle exposition. Alors, le plateau repas, c'est donc voilà, des temps de discussion, et nous avons engagé une collaboration avec le CNES pour parler à 3 reprises de Mars. Donc, nous nous étions rencontrés il y a quelques temps pour aborder la question de se nourrir. Comment est-ce que l'être humain se nourrit dans l'espace? Comment est-ce qu'il se nourrit dans la station spatiale en particulier? Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser au déplacement du corps, le corps humain, du décollage à l'atterrissage. Alors, comment est-ce qu'on réagit quand on est propulsé dans cet élément qui n'est pas le nôtre, a priori? Quelles contraintes physiologiques au décollage, peut-être à l'atterrissage? Quelles conséquences sur l'organisme? Et puis, quels sont les défis à relever dans la perspective de vols plus longs? Ce sont quelques-unes des questions qui vont alimenter la rencontre. N'hésitez pas, dans la petite zone de conversation, à poser également vos questions. Raphaël Jarige et Guillaume Rioux sont là dans les coulisses pour regarder ces questions et puis prendre le micro et la caméra dès qu'ils le souhaitent pour formuler ces questions. Ces questions, eh bien, 3 intervenants vont y répondre. Guillemette Gauquelin-Coq et Romain Charles, que vous avez peut-être vus au premier plateau repas et qui nous font le grand plaisir d'être à nouveau avec nous. Guillemette Gauquelin-Coq est responsable des sciences de la vie au CNES. Romain Charles, ingénieur support des astronautes européens au centre d'entraînement des astronautes de l'Agence spatiale européenne. Et puis, nous accueillons Pierre Bourdier, qui est doctorant au sein de l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien du CNRS à Strasbourg. Pierre qui partage le même labo que Elisa, que nous avions reçue lors du tout premier plateau repas. Alors, merci à vous 3 eh bien, d'être présents pour cette discussion. Je vais peut-être vous proposer dans un tout premier temps, j'ai dans les grandes lignes expliqué qui vous êtes, ce que vous faites, et je vais peut-être vous laisser la main pour nous en dire un petit peu plus. Guillemette, peut-être pour commencer. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être ici. Donc moi je suis responsable des sciences de la vie au CNES. Le CNES finance un certain nombre de labos, une cinquantaine en France en sciences de la vie, et donc qui travaillent depuis le gène jusqu'à l'homme, en passant par les animaux. Donc je manage, on va dire, des expériences aussi bien dans la Station spatiale internationale que des expériences au sol, puisque en fait, on verra au cours de notre discussion que toutes ces expériences spatiales ont quand même des retombées sociétales très très importantes, puisque en fait, un astronaute, c'est qui? C'est quelqu'un qui est en inactivité physique pendant 6 mois, et donc vous connaissez les retombées de ne pas faire de sport, tout ce qui est maladie métabolique, diabète, obésité, etc. Donc en fait, on fait des expériences au sol en alitant des gens pendant 3 mois pour voir les effets sur l'organisme. Et on prépare également, bien sûr, les expériences pour la Lune, pour Mars, et on fait également de très nombreuses expériences sur les animaux, puisque les Russes envoient régulièrement des capsules automatiques avec toute une quantité d'animaux. C'est un véritable arche de Noé.
les souris, les gerbilles, les escargots, les vers de terre, etc. Donc, on travaille également, puisque les modèles animaux nous apportent quand même beaucoup, beaucoup de choses, puisqu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire sur les astronautes, quand vous pouvez vous en douter. On ne va pas leur enlever un os ou un muscle au retour du vol. Donc, ça nous permet de faire des expériences fondamentales très intéressantes. Voilà. Je m'appelle Romain Charles, je suis ingénieur MEDES, donc médecine spatiale. Je travaille aujourd'hui avec le CNES pour le Spaceship FR, mais ce qui est peut-être plus important pour la discussion d'aujourd'hui, il y a 10 ans, j'ai été sélectionné par l'Agence spatiale européenne pour participer à la mission Mars 500, qui cherchait à simuler un voyage aller-retour vers la planète Mars. Et comme c'était une expérience scientifique, la grande question derrière, c'était est-ce que l'homme psychologiquement et physiologiquement est capable d'endurer le confinement d'un voyage vers Mars. En d'autres termes, est-ce qu'on est capable de vivre 1 an et demi à 6 dans une boîte sans s'entretuer et en travaillant toujours efficacement ensemble? Alors, voilà un petit peu à quoi ressemblait notre faux vaisseau spatial. Le plus important, je pense, c'est les photos que vous voyez en bas. Voilà un peu l'intérieur de notre vaisseau. Et la réponse à cette grande question, en tout cas celle que notre équipage a amenée, c'est oui, on a été capable de supporter ce confinement. Puis le grand succès de Mars 500, c'est qu'on était 6 lorsqu'on est rentré et on était toujours 6 lorsqu'on est sorti, toujours à travailler efficacement ensemble. Alors, notre travail à l'intérieur, c'était des expériences principalement sur le corps humain. Là, vous voyez une expérience qui s'appelle résistance à la douleur. Alors, je vous rassure tout de suite, hein, cette photo, je fais cette tête, c'est voulu. En fait, je m'arrêtais bien avant que ça ne fasse aussi mal que ça. Mais ça pose pas mal de questions et je vous laisserai les poser si vous le voulez. En tout cas, cette expérience Mars 500 m'a permis d'aller en Allemagne, au centre d'entraînement des astronautes, en tant qu'ingénieur MEDES, pour supporter les astronautes. Là, vous me voyez avec supportant Thomas Pesquet à son retour de l'espace. Alors, en tant que support des astronautes, mon rôle était de faciliter la vie quotidienne des astronautes pour qu'eux puissent se concentrer sur leur mission. Donc, toutes les questions importantes sur la physiologie, c'est Guillemette qui saura répondre, ou Pierre. Moi, c'est plus les à côté, sur la nourriture, sur les objets personnels, ce genre de choses. Et voilà, et aujourd'hui, je suis à Toulouse avec le CNES pour le Spaceship FR, comme je disais. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Bourdier, je suis doctorant en 2e année à l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien de Strasbourg. Et moi, je travaille sur la régulation de la dépense énergétique chez l'homme en fonction de différents niveaux d'activité physique et dans des milieux particulièrement extrêmes, comme on va le voir aujourd'hui avec l'espace. Merci beaucoup à tous les trois pour ces quelques mots de présentation. Alors, dans une des photos que nous a proposées Romain, on le voyait effectivement supporter Thomas Pesquet. On comprend donc tout de suite que Thomas Pesquet n'était pas en mesure de descendre Guilleret et de vous accompagner sur ses 2 pieds. Avant d'en arriver au retour sur Terre, on va prendre les choses dans l'ordre et on va parler du décollage. Le décollage, on imagine, est un moment un peu sensible. Qu'est-ce qu'il se passe au niveau de l'organisme? Quelles contraintes physiologiques sont notées à ce moment précis de l'aventure spatiale? Au moment du décollage, en fait, les astronautes ont une poussée d'environ 5 G, entre 4 et 5 G. Donc, ça veut dire qu'ils ont presque 5 fois le poids de leur corps. Donc, pour quelqu'un qui pèse 70 kg, ça fait 350 kg. Donc, ça fait quand même beaucoup pour l'organisme. Ensuite, ça dure peu de temps. Ensuite, les astronautes se retrouvent en 0 G. Donc, ils sont en apesanteur complète pratiquement. Donc là, il y a un certain nombre de modifications qui se produisent au niveau de l'organisme et notamment au niveau du système cardiovasculaire, puisque le sang qui est dans la partie inférieure du corps remonte dans la partie supérieure du corps. Et après, ils continuent leur voyage et ils arrivent dans la Station spatiale internationale. Juste pour expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont ce poids qui leur tombe dessus, pourquoi cette accélération. En fait, je pense qu'il est important de comprendre qu'une fusée va déclencher ses moteurs et on a tous cette image avec les moteurs très puissants, les flammes qui partent derrière la fusée. En fait, c'est comme si on appuyait à fond sur notre accélérateur dans la voiture et là, on subit une petite accélération, mais presque rien. L'accélération qu'on peut plus ressentir, je pense que c'est dans les montagnes russes, pour ceux qui aiment les sensations fortes. Les moments où on arrive tout en bas d'une courbe et qu'on repart aussitôt, ou quand on commence à faire un looping, en général,
on subit à ce moment-là 1,8 G. Donc, il faut au moins doubler ce moment-là pour voir un petit peu ce que subissent les astronautes. Donc, la fusée accélère, 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 brûle tout son gaz pour aller de plus en plus vite parce que pour aller en orbite, en fait, ça veut dire qu'on va aller tellement vite qu'on tombe derrière la Terre. C'est ça, en fait, la difficulté à comprendre. On n'est pas, quand on arrive dans l'espace, on ne monte pas juste et puis ça y est, on est dans l'espace. Non, non, on monte pour sortir de l'atmosphère, pour qu'il y ait un peu moins de friction. Et ensuite, la fusée se penche et continue à accélérer, accélérer, accélérer. Et c'est là où l'astronaute reçoit tout ce poids, toute cette accélération qui le plaque sur son siège, avec tous les problèmes que ça peut générer pour respirer. Et une fois qu'on a atteint la vitesse juste de 28 000 km à l'heure, donc ça va, c'est pas trop mal, là on va tellement vite que on continue à tomber, mais on tombe derrière la Terre. Et comme il n'y a pas d'air dans l'espace, on continue à tomber, on continue à tomber. Et comme l'astronaute tombe à la même vitesse que son vaisseau, à l'intérieur du vaisseau, il flotte. Et c'est ce qu'on appelle la micropesanteur. Cette phase-là dure combien de temps? Ça dépend des véhicules. Pour le vaisseau Soyouz, le moment entre la fusée démarre, donc décolle sur le pas de tir, et le moment où on arrête les moteurs et d'un seul coup, c'est la pesanteur, c'est 8 minutes 48 secondes, à peu près. Donc voilà, un peu plus de 8 minutes, un peu moins de 10 minutes, ça dépend des véhicules. Tout à l'heure, Romain, vous disiez, pour nous donner un peu des repères, imaginez-vous, voilà, pour ceux qui aiment un peu des débuts de sensations fortes dans les montagnes russes, mais justement, on n'est pas tous pareils par rapport à ces sensations. Déjà, sur Terre, on n'a pas tous la même résistance. Alors, quelles sont les aptitudes sélectionnées au plan physiologique pour les cosmonautes? Les astronautes sont sélectionnés pour être en bonne santé. Et au cours de leur entraînement, ils vont avoir des phases où ils vont s'entraîner à ces sensations-là. Ils vont aller dans des centrifugeuses qui sont assez impressionnantes aux États-Unis, en Russie. On en a aussi en Europe et en France. Et ils vont passer au travers d'une simulation. Donc, il va y avoir les accélérations comme s'ils étaient dans la fusée au moment du décollage, comme s'ils étaient dans la capsule au moment de l'atterrissage, et comme s'ils étaient dans la capsule au moment où, en fait, il y a un problème et ils ont encore plus à subir. Donc, ils ont déjà fait l'expérience de tout ça. Donc, lorsqu'ils rentrent dans la fusée, ils savent en gros à quoi s'attendre. C'est juste qu'avant, c'était une simulation, et dans la fusée, c'est pour de vrai. Effectivement, les astronautes sont quand même des gens très, très entraînés. Entre la sélection et le moment où ils partent, il y a quand même de nombreuses années. Donc, ils ont vraiment le temps de s'habituer à l'atmosphère, etc. On a peut-être juste une question de Juliette là-dessus, Christine. Oui. Sur les entraînements préalables au décollage. Ça se passe comment? Je connais plus la partie Soyouz, puisque jusqu'à très récemment, jusqu'au vol de Thomas Pesquet, là, dans quelques jours, c'était la seule façon que les astronautes avaient de rejoindre la Station spatiale internationale. Donc, il y a un entraînement spécifique. Lorsqu'un astronaute est assigné à une mission, il y a un entraînement spécifique qui dure en général 2 ans. Et pendant ces 2 ans, il y a une bonne part très conséquente qui est allouée à l'apprentissage de toutes les commandes pour ces phases critiques que sont le lancement et l'atterrissage. Donc, ils vont apprendre à gérer tous les cas de figure, et à la fin de cet entraînement, il y a un examen qui est très important, pendant lequel ils vont devoir faire face à un scénario tiré au hasard. Il y a tout un cérémoniel autour. Si vous voulez aller voir quelques photos, c'est assez amusant. Et donc, tout au long de cet entraînement spécifique, ils vont apprendre à gérer le véhicule dans lequel ils seront, mais aussi ils vont apprendre, ils vont subir les différentes phases de ce lancement au travers des centrifugeuses pour être prêts, tout simplement, lors de la mission. Alors, Romain, on a vu tout à l'heure avec Mars 500 dans quel espace vous étiez. Donc là, on vient d'être propulsé, on est en orbite, et maintenant on est dans un petit espace. Alors, petit, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous étiez vraiment à l'échelle d'une station lors de cette expérience Mars 500,
avant de parler évidemment de cet ultra-confinement qui commence à nous parler à nous aussi d'une certaine façon, comment est aménagé cet espace-là? Pour Mars 500, on avait un vaisseau, entre guillemets, assez grand par rapport à ce que l'on imagine pour aller vers Mars, tout simplement parce que, comme c'était une simulation, notre vaisseau, nos grands cylindres métalliques étaient sur Terre et nous, on marchait. On était sur Terre, on avait la pesanteur, comme tout le monde. Alors qu'un vaisseau allant vers Mars, on imagine que les astronautes flotteront et donc auront accès à tout le volume habitable, alors que nous, on devait marcher, se croiser dans les couloirs. Donc, volontairement, ça avait été fait un tout petit peu plus grand. Et je dirais, on avait 3 modules principaux et celui qui était le plus important pour nous, c'était le module de vie qui avait à peu près la taille d'un bus. Donc, il faut imaginer dans un bus, on avait une salle de contrôle, une salle de bain, 6 chambres, une cuisine et une salle, on va dire, de repos. Donc voilà un petit peu à quoi ressemblait notre vaisseau. Quel type de vaisseau on aura pour le vrai voyage vers Mars? Aujourd'hui, on ne le sait pas encore. On n'a pas encore eu un top départ pour concevoir ce type de vaisseau, mais on a beaucoup d'idées. Et donc, Mars 500, le type de vaisseau, c'était une des idées, même s'il y a certains aspects. Vous avez pu voir sur les photos, on avait du bois à l'intérieur. Ça, c'est pas trop... On n'imagine pas trop ça dans un vaisseau spatial. Le bois étant inflammable, on ne voit pas trop l'intérêt. Peut-être psychologique. Là, il faudrait peut-être voir avec Guillemette, elle a peut-être quelques idées là-dessus, mais bon. Il était là pour ressembler un petit peu, mais ce n'était pas tout à fait ce qu'on imagine pour un voyage vers Mars. Quand j'avais visité le Mars 500, les Russes m'avaient dit que c'était bien parce que ça faisait forêt, ça faisait évasion pour les gens qui seraient dedans. Mais effectivement, je crois que d'après les psychologues, c'est pas la meilleure solution. Alors, on aura peut-être l'occasion de parler de la psychologie justement lors peut-être du prochain plateau repas, hein, puisque là, on sera sur des vols longs. Effectivement, on imagine que déjà, il y a une part psychologique importante, mais sur des vols plus longs, nettement plus longs, la donne peut effectivement changer. On va revenir sur justement ce corps humain dans cet environnement-là. Romain, si vous avez été dans un espace finalement réduit et ultra confiné, vous étiez 6. En revanche, vous étiez sur Terre, donc j'imagine que les conséquences sur le corps étaient évidemment différentes. Une chose qui m'avait marqué lorsqu'on s'était rencontrés une des toutes premières fois, Guillemette Gauquelin-Corre, vous aviez dit oui, c'est pas avec leurs 2 heures de gym par jour que ça règle les problèmes. Et personnellement, n'étant pas particulièrement sportive, je m'étais dit quand même 2 heures de gym, c'est pas mal. Sauf que j'avais oublié, et vous nous l'avez rappelé, le petit détail de la pesanteur. Vous pouvez revenir là-dessus? Bon, si vous voulez, quand les astronautes sont en apesanteur, parce qu'ils ne sont pas en apesanteur complète, donc on préfère le terme apesanteur en fait. Nous, on a été constitués pour vivre en fonction de 1G. Donc, notre système cardiovasculaire, notre système osseux, notre système musculaire, etc., a été fait pour vivre en 1G. Là, on met d'un seul coup le système, la physio en 0G ou à peu près 0G. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, le cœur, il va y avoir, donc je vous ai dit tout à l'heure, la remontée d'1,5 litre à peu près de sang dans la partie inférieure, de la partie inférieure du corps dans la partie supérieure. Donc, le corps va se dire, oula, je suis en hypervolémie, il faut que je refasse un petit peu tout ça. Donc, il se répartit le sang dans la partie supérieure du corps. Mais en fait, au départ, quand on a fait les premiers vols spatiaux, notamment avec la chienne Leica, il y avait une attention très, très particulière de porter au niveau du système cardiovasculaire, parce qu'on pensait que c'était le système cardiovasculaire qui allait littéralement exploser dans l'espace. Donc, la chienne Leica a eu la fréquence cardiaque, la pression artérielle de mesurer tout au long du corps, et on s'est aperçu que non. Parce qu'en fait, pourquoi? Le système cardiovasculaire dans l'espace s'adapte tout à fait bien, parce qu'en fait, il n'a plus grand-chose à faire. Il n'a plus besoin de pomper pour les muscles, puisque les astronautes ne servent plus des muscles. Il n'a plus besoin d'irriguer beaucoup les os. Donc, en fait, il est au repos. Donc, ça se passe relativement bien par rapport à ce qu'on aurait cru. Mais par contre, c'est à la redescente, comme on a vu tout à l'heure, où les problèmes commencent à arriver. D'autre part, le système osseux, le système musculaire a été fait également en fonction de 1G. Nous, nos os, nos muscles, qui nous servent à quoi? À courir, à marcher. Là, il n'y a plus besoin de courir, il n'y a plus besoin de marcher. Donc, effectivement, tout le monde se met au repos.
Alors, ils se mettent au repos. Pour certains, c'est bénéfique. Pour d'autres, c'est un peu moins bénéfique. On s'est rendu compte, par exemple, que pour l'os, on perdait quand même une certaine quantité au niveau volume, au niveau masse, etc. de l'os. Et ça, c'est les problèmes que l'on retrouve sur Terre avec les dames qui arrivent à plus de 60 ans et les messieurs 70 ans, on va dire. Donc, en fait, si vous voulez, 2 heures d'exercice, c'est rien, parce qu'en fait, c'est 22 heures d'inactivité. Donc, comme je vous avais dit, c'est comme vous étiez 22 heures au lit et puis pendant 2 heures, vous pédaliez. Enfin bon, il faut peut-être mieux marcher toute la journée et puis pas faire de sport comme nous, comme on n'en fait pas. Donc, c'est pour ça, en fait, et puis en plus, on s'est aperçu, si vous voulez, que le sport, il fallait vraiment l'adapter en fonction des gens. Parce que chaque cosmonaute est différent, chaque organisme est différent. Et en fait, ce qu'il faut, c'est faire un programme sportif en fonction de l'astronaute, que chacun ait son programme sportif très, 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 très spécifique. Et de plus, même pour nous, si vous voulez, faire 2 heures de sport d'affilée, c'est pas terrible. Il faut mieux faire 10 minutes toutes les heures, on va dire, ou un quart d'heure toutes les heures. C'est pour ça que maintenant, les gens dans les bureaux, vous savez, ils travaillent avec un bureau surélevé sur l'ordinateur. 5 heures dans le bois de Boulogne le samedi et puis rien faire de la semaine. Vous avez évoqué ce retour sur Terre, ou peut-être que Pierre pourrait parler de ses études, de ses recherches, à partir de quelles données, et déjà quel éclairage, Pierre, vous pouvez donner sur cette partie-là de la discussion, en fait, de ce corps qui, d'un coup, est quasiment inactif. Dans l'espace, on n'a plus toute cette contrainte de la pesanteur et tous les gestes qu'on va faire. Le corps va être au repos. Donc, ces 2 heures d'activité quotidienne sont vraiment importantes pour maintenir une masse musculaire stable, pour maintenir un système osseux, déjà pour la survie des astronautes, mais également pour toutes les tâches qu'ils vont avoir à réaliser dans l'espace, puisqu'ils sont quand même en mission. Et ça, il faut bien préciser dessus. Donc, du coup, on leur préconise de faire 2 heures d'activité quotidienne. Mais il faut savoir qu'aussi, pendant ces 2 heures, il va y avoir à peu près 30-45 minutes qui vont être dédiées à l'installation, au nettoyage du matériel, etc. Puisque, par exemple, pour courir, les astronautes vont être attachés avec des espèces d'élastiques au niveau des hanches pour être tirés vers le sol. Donc, le temps de s'équiper, ce n'est pas comme juste mettre ses baskets et aller courir. Là, ça demande toute une installation beaucoup plus complexe. Après, donc pour revenir plutôt d'un point de vue physiologique, moi, les travaux que je mène en ce moment, c'est pour essayer de mesurer le plus précisément possible la dépense énergétique des astronautes dans l'espace et pour voir est-ce que leurs apports alimentaires sont adaptés et sinon, pourquoi est-ce qu'ils perdent du poids, comment est-ce qu'on pourrait le maintenir et quelles conséquences ça pourrait avoir sur le long terme. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on travaille et pour ça, on a mesuré l'activité quotidienne des astronautes et leurs dépenses totales. Et donc, comme l'a dit Guillemette un petit peu tout à l'heure, on a observé qu'il y avait vraiment une très grosse variabilité entre les astronautes. En fait, chaque humain est différent. Et c'est pour ça qu'il va être très important d'individualiser la prescription en termes d'exercice. Puisque, par exemple, on va faire des activités aérobiques. Donc, c'est tout ce qui va travailler le système cardiovasculaire, donc le vélo et la course à pied, pour maintenir justement un petit peu le muscle ou les capacités cardio-respiratoires, mais en parallèle, ça va avoir une très grosse dépense énergétique. Et si on dépense beaucoup plus d'énergie qu'on en mange, on va perdre du poids. Et au contraire, les astronautes vont faire de la musculation pour maintenir finalement leur système musculaire et leur système osseux. Mais s'ils en font trop, ils ne pourront pas travailler le système cardio-respiratoire. Donc en fait, c'est vraiment un équilibre complexe à trouver entre maintenir les principaux systèmes physiologiques, donc cardiovasculaires, musculaires, osseux, et en parallèle, essayer de maintenir une composition corporelle stable. Donc la composition corporelle, c'est la masse grasse et la masse musculaire. Donc ça, c'était les points les plus importants. Et on s'est rendu compte finalement que les astronautes les plus actifs allaient réussir à maintenir leur masse musculaire stable, mais ce maintien de la masse musculaire, ça va être très coûteux au niveau de l'énergie et ils vont perdre du gras. On pourrait se dire, ok, chouette, ils vont perdre du gras, c'est un régime efficace. Sauf que le gras, en fait, c'est un réservoir énergétique. Donc, si on voit qu'au bout de 6 mois, ils perdent déjà 2 à 4 kilos de gras, ça peut s'avérer très dangereux sur des voyages de 2 à 3 ans pour faire l'aller-retour jusqu'à Mars, d'un point de vue énergétique. Et en parallèle, on a vu que les astronautes les moins actifs, donc ceux qui allaient un petit peu rogner sur les prescriptions d'exercice, eux allaient maintenir leur gras stable, mais ils allaient perdre du muscle. Et là, s'ils perdent du muscle, ça peut être néfaste pour la réussite de la mission, donc toutes les tâches de la vie quotidienne, les sorties extravéhiculaires,
mais également pour leur retour sur Terre. Un peu dans la continuité des stratégies pour garder un peu les masses musculaires, Alexandre, je présume, demande si on a déjà imaginé des vêtements avec contraintes musculaires afin de forcer les astronautes à forcer un peu, comme sur Terre. Est-ce que ça, c'est des choses qui existent? Il me semble qu'il y a des vêtements avec une sous-pression, une pression négative, justement pour travailler sur... Peut-être que Romain maîtrisera mieux ça. En fait, je vous ai expliqué tout à l'heure que le sang était dans la partie supérieure du corps. Donc, au cours du vol, au début, c'est tous les mois et puis après, c'est à peu près toutes les semaines, on fait subir aux astronautes des séances de LBNP, donc, c'est-à-dire qu'on leur met une petite jupette au niveau de la taille et on presse, on fait une dépression de façon à ce que le sang qui est dans la partie supérieure du corps revienne dans la partie inférieure. C'est-à-dire que là, l'organisme se dit « Oh, chic, ça y est, je suis revenu sur Terre, puisque j'ai récupéré le sang en bas. » Et en fait, c'est des séances qui sont faites à peu près toutes les semaines dans la dernière partie du vol. Les appareils, je ne sais pas, Romain, vraiment les trucs pour garder la masse musculaire, je ne sais pas. Il y a en effet, à l'EAC, en tout cas, il y a eu le développement de ce qu'on appelle le skin suit, donc une combinaison très proche du corps qui venait appuyer ou tirer sur certains membres pour mettre en pression le corps humain. Et donc, il y a quelques astronautes comme Andreas Mogensen, l'astronaute qui est donc danois, Thomas Pesquet l'a testé aussi, mais c'était plus un concept qui était étudié que quelque chose qu'ils utilisent fréquemment. Pour en avoir parlé avec les astronautes, a priori, la difficulté, c'est que dans l'espace, ils utilisent beaucoup leurs pieds pour se déplacer. Donc, ils mettent les orteils sous les barres lorsqu'ils ont à porter des gros appareillages et de porter cette combinaison qui les contraint, et en particulier qui contraint au niveau des pieds. Ça les empêchait de se déplacer correctement, donc ils n'étaient pas super fans. Mais l'idée, en fait, derrière ce skin suit, d'après ce que j'ai compris de la part des scientifiques qui en parlaient, c'est vraiment de faire travailler tous les muscles de posture qui ne sont jamais utilisés dans l'espace. C'est comme disait Guillemette, en fait, c'est faire comme s'ils étaient debout, même si, en fait, ils ne sont pas debout, ils flottent. Alors tout à l'heure, Romain, dans les photos que vous nous avez proposées, on vous voyait dans un exercice de mesure de la douleur. Cet exercice, il correspond à quoi? Est-ce qu'il faut remonter un petit peu en arrière sur notre discussion et être plutôt dans la phase de décollage? Ou est-ce que pendant le vol, il y a des éléments qui peuvent rendre le corps douloureux? Cette expérience résistance à la douleur, si on la prend toute seule, c'est vrai que c'est un peu étonnant. Alors pour la représenter, j'avais sur le bras une sorte de fer à repasser qui chauffait de plus en plus et j'avais dans ma main droite un gros bouton rouge et dès que ça chauffait trop, dès que ça faisait mal, il fallait que j'appuie sur le bouton. Voilà, tolérance à la douleur. L'intérêt que le scientifique avait, c'était de voir une évolution. Donc, on a répété cette expérience tout au long de ces 1 an et demi de confinement. Et l'idée, c'était de voir est-ce que la tolérance à la douleur augmente ou est-ce qu'elle diminue ou est-ce qu'elle reste stable. Et derrière, on se pose la question, alors voilà, on imagine aller sur Mars. Lorsque les astronautes arriveront sur la planète rouge, très rapidement, il va falloir qu'ils enfilent un scaphandre très lourd et qu'ils aillent faire des opérations critiques à l'extérieur. Et ce scaphandre, il va falloir le porter pendant des heures. Et si la tolérance à la douleur a diminué, eh bien, ça pose un risque opérationnel. Ça pose un vrai risque pour les opérations qui sont prévues. Donc, cette expérience était vraiment là pour voir est-ce que le confinement a un impact sur cette tolérance ou pas. Alors, je n'ai pas vu le papier qui a dû être écrit après l'expérience Mars 500. J'ai vu mes résultats. Je regardais à chaque fois quelle était la température sur laquelle j'appuyais. Et a priori, pour moi, c'était plutôt stable. Donc, voilà, je suis prudent, mais ça devrait le faire. En tout cas, j'espère. On va tout doucement revenir sur Terre pour voir, alors là, pour le coup, en vrai, ce que les différents vols vous ont permis de constater sur, je ne sais pas si on peut dire le mot, mais peut-être quand même les dégâts finalement causés sur le corps humain, sur des vols d'une durée de 6 mois par exemple. On parlait tout à l'heure déjà pour le décollage
de cette sensation de poids qui est évidemment forte et intense. Pour l'atterrissage, c'est la même chose, c'est-à-dire que d'un coup, on reprend conscience de son poids de façon brutale. C'est pas brutal. Pour l'atterrissage, en fait, donc les astronautes sont dans leur petite capsule. La capsule s'éloigne de la station et donc l'une par rapport à l'autre, elle bouge pas trop, mais les deux sont à 27 000 km à l'heure. Et donc la capsule s'en va plus loin et va se mettre dans le sens inverse du mouvement, allumer son moteur tout simplement pour ralentir. Et en ralentissant, très naturellement, va du coup plonger vers la Terre, va tomber sur la Terre, puisqu'elle va moins vite. Et donc, il y a cette poussée, donc ils vont ressentir un petit peu. Et puis ensuite, la plongée vers la Terre, ils tombent, donc ils ne ressentent pas vraiment. Mais d'un seul coup, enfin pas d'un seul coup justement, doucement, ils tombent dans l'atmosphère qui devient de plus en plus dense. Et donc, parce que la capsule va très vite, l'atmosphère va pousser, va l'empêcher et va la ralentir surtout. Et donc, ce ralentissement, c'est une accélération en soi et c'est ça qu'ils vont ressentir. Donc, ils vont de nouveau avoir leur poids qui va augmenter jusqu'à 4G à peu près. Donc, de nouveau, ils passent par cette phase très critique. Et puis, après, le parachute s'ouvre, paf, d'un seul coup, petite secousse. Et puis après, ils descendent tranquillement et là, ils ressentent un petit peu la pesanteur. Et puis, à 1 mètre du sol, les rétrofusées s'allument pour ralentir encore un peu plus, juste au dernier moment, la capsule et puis, pouf, la poser par terre. Et une fois arrivé par terre, là, c'est la pesanteur telle qu'on la ressent nous. Et là, vu qu'il n'y a plus de sensation, il n'y a plus cette adrénaline de ce moment critique qu'est l'atterrissage, c'est là où je pense, en tout cas de par les discussions que j'ai pu avoir avec eux, c'est là où ils ressentent de nouveau la pesanteur terrestre normale et là où ils redécouvrent toutes les joies de la pesanteur. Je ne sais pas s'ils utilisent joie en général lorsqu'ils arrivent. Le temps de réadaptation, est-ce qu'il est quantifié? Les astronautes, ils ne peuvent pas marcher en sortant de la fusée, puisqu'ils ont le problème des potences orthostatique, puisque c'est toujours notre litre et demi de sang qui est retombé d'un seul coup dans la partie inférieure du corps. Donc, ils ont quand même quelques problèmes de régulation entre la pression artérielle et la fréquence cardiaque. C'est un peu comme quand on a un certain âge, quand on se lève brutalement de notre lit le matin, parce qu'en fait, quand on se couche le soir, on est un peu un astronaute, on ne se sert plus de notre muscle, on a la répartition du sang, etc. Donc, quand on se lève le matin, qu'on a des petits problèmes au niveau régulation fréquence cardiaque, pression artérielle, on a la tête qui tourne. C'est de l'hypotension orthostatique. C'est ce qu'ont les personnes âgées et qui s'écroulent dans la rue d'un seul coup. Donc, ils ont une hypotension orthostatique qui ne dure pas très longtemps. En fait, en 4-5 jours pour un vol de 6 mois, tout est rétabli. Par contre, on s'est rendu compte que le système osseux, il y a quand même une perte du système osseux, il y a une fragilité du système osseux. Et on s'est rendu compte que pour des vols de 6 mois, on avait fait des expériences sur une quarantaine d'astronautes. Donc, il y a beaucoup de variations également d'un astronaute à l'autre. Ils peuvent perdre entre 3% et 30%. Et 1 an après, c'était toujours pas rétabli. Donc là, maintenant, avec les nouveaux astronautes, on fait des expériences sur 18 mois. Et on va voir si en 18 mois, c'est effectivement rétabli. Le système immunitaire également, qui est pas mal chamboulé, revient relativement vite à la normale. Pierre, si tu veux dire pour tout ce qui est système énergétique. Alors pour le système énergétique, j'avoue que là, on n'a pas vraiment de recul sur les données de l'espace. Après, on a finalement tous les travaux sur les alitements prolongés qu'on est en train de traiter actuellement. Justement, on a fait une étude aussi pour regarder un petit peu cette régulation de la dépense énergétique, mais ce coup-ci pas dans l'espace, puisque c'est quand même compliqué à mettre en œuvre et très coûteux. Sur des alitements prolongés, on va prendre des gens et on va leur demander de rester allongés pendant 3 semaines pour essayer de simuler finalement au sol les conséquences du vol. Et donc là, nous, pareil, on regarde la dépense énergétique pendant et on essaie de regarder aussi un petit peu après, mais là, je n'ai pas d'éléments. Le seul élément de réponse qu'on pourrait avancer qui va être dépendant de la masse musculaire finalement, puisque dans le corps, c'est le muscle qui va consommer beaucoup d'énergie. Et si les astronautes perdent du muscle, ils vont peut-être dépenser moins d'énergie. Et donc là, ça va finalement dépendre de ceux qui vont arriver ou non à maintenir leur masse musculaire pendant le vol. Et c'est le seul élément de réponse qu'on pourra avoir pour l'instant.
En fait, si vous voulez, les astronautes, c'est quand même des gens en excellente santé au départ. Toutes les expériences d'alitement prolongé entre 1 semaine et 3 mois qu'on fait, c'est pour voir le début de ces modifications métaboliques qui, en fait, amènent à l'obésité, etc. Quand vous êtes diabétique ou obèse, vous allez voir votre médecin au bout de 10 ans. Donc, il y a déjà toute une quantité de phénomènes qui sont mis en place. Là, si vous voulez, les phénomènes se sont mis en place, mais au tout début. Donc, on peut en fait réguler très, très rapidement tous les effets délétères, on va dire. Donc, en fait, ça revient relativement vite à la normale. Une petite question d'Elisa, parce qu'on voit effectivement qu'il faut des conditions physiques assez robustes. Donc, je ne sais pas si Elisa, ça la titille particulièrement ou pas, parce que la campagne de recrutement a commencé, mais elle se demande s'il y a vraiment des critères physiques lors du recrutement qui sont mis en avant, et est-ce qu'il y a des normes aussi à atteindre pour pouvoir être sélectionné? Par exemple, est-ce qu'il faut faire plus d'1,50 m? Parce que moi, je pourrais. Il faut faire moins de 2,10 m, je pense, ou moins de 2 mètres surtout. C'est peut-être la hauteur maximale qui est le plus importante. Les critères, en fait, il va y avoir un certain nombre déjà au départ des critères. Je sais pas, on va voir. Je sais pas. L'autre fois, on a vu au moins 10 000 réponses, non, Romain, pour le vol de Thomas Pesquet. Et après, si vous voulez, ça s'égrène petit à petit. Mais effectivement, il y a des critères médicaux qui sont quand même relativement stricts, c'est-à-dire qu'ils ont des examens médicaux très, très importants et surtout des examens psychos qui sont très, très importants. Enfin, Romain… Pour répondre à Raphaël, en effet, la nouvelle campagne de recrutement des astronautes de l'ESA a commencé hier matin. Et il y a un document qu'il est possible de retrouver sur Internet. Alors, je crois que c'est www.esa.int, donc esa.int/Your Way to Space. Et là, vous trouverez toutes les informations. Alors, pour la taille, je l'ai lu en diagonale, mais je crois qu'il est question de faire entre 1,50 m et 1,90 m pour pouvoir rentrer dans les différents véhicules qui aujourd'hui existent pour aller dans l'espace. Et il y a d'autres critères qui sont indiqués, mais je pense que le plus important pour postuler, c'est d'avoir un certificat médical de pilote privé classe 2 qui, lui, englobe un petit peu, en gros, ce certificat dit « vous êtes en assez bonne santé pour avoir la responsabilité de piloter un avion ». Donc voilà, il faut quand même pas mal. Et il se base là-dessus pour la première étape. Je reviens sur notamment les travaux conduits par Pierre, hein, en lien avec la récupération sur les muscles et les os. On voit que les problèmes sont identifiés relativement. Il y a sûrement encore beaucoup à faire. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions? Qu'est-ce qui est proposé pour remédier un peu à cette déperdition de masse osseuse et musculaire? Effectivement, il y a des pistes. Il y a plusieurs pistes qui sont testées soit dans l'espace, soit au sol. Mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la recette magique qui va préserver tous les systèmes sans altérer les autres. Donc effectivement, on a des exercices de type aérobique, donc comme j'ai dit, le vélo, la course à pied, qui peuvent marcher. Il y a aussi des exercices de musculation, donc tout ce qui va être des mouvements classiques finalement de squat ou de développé couché. Et en parallèle, alors je ne sais pas encore si c'est fait dans l'espace, là je ne pourrais pas m'avancer, mais on a aussi des stratégies qui visent à faire de la vibration, en fait. C'est-à-dire que les astronautes vont être sur des plateformes vibrantes qui vont permettre d'activer le muscle, en fait, pour qu'il travaille de façon plus importante sans non plus augmenter la dépense énergétique en parallèle. Donc là, ça c'est l'une des hypothèses sur lesquelles on travaille en ce moment, qui a été fait sur un alitement. Après, j'ai aussi vu quelques données qui ont proposé l'utilisation de l'exercice excentrique. Donc, en fait, l'excentrique, c'est quand on va avoir une charge très, très lourde et que le corps, en fait, on ne va pas pouvoir la remonter vers nous, par exemple, mais on va essayer de limiter la descente. Par exemple, quand vous faites votre séance de musculation et qu'à la fin, vous avez votre barre qui est trop lourde, en fait, au lieu qu'elle tombe d'un coup, vous allez essayer de freiner la descente. Et ça, cette méthode excentrique permet de faire travailler le muscle, en fait, de façon plus importante sans forcément augmenter la dépense énergétique ou le travail cardio-respiratoire. Par exemple, c'est beaucoup ce qui se fait dans des pathologies cardiaques pour du réentraînement à l'effort. Mais voilà, le souci, c'est qu'on n'a pas encore trouvé finalement la prescription optimale puisque chaque astronaute est différent.
chaque astronaute va avoir une condition qui va être différente. Ils ont aussi leur emploi du temps qui est quand même très, très, très booké. Et finalement, c'est 2 heures de sport, donc en plus installation, douche, etc. Il faut arriver à l'optimiser et en fait avoir un maximum de résultats en un minimum de temps. Et c'est encore là ce petit souci d'organisation pour le vol. Est-ce que les astronautes sont aussi un peu prescripteurs de ce qu'ils pourraient, d'idées, de pistes, de solutions à envisager? En fait, on est demandeur aussi sur Terre. À chaque fois qu'un astronaute revient de mission, en fait, il y a juste la mission continue sur Terre. Parce qu'il y a tous les scientifiques qui veulent voir un peu comment le corps se réadapte. Donc, ils sont présents avec beaucoup de baseline data collection, donc d'expérience, refaire l'expérience, mais sur Terre cette fois-ci. Il y a toutes les personnes qui travaillent autour de la mission, qui aimeraient débriefer, donc discuter avec l'astronaute, passer en revue toute la mission, toutes les étapes importantes pour avoir leur point de vue, pour améliorer les systèmes, que ce soit les exercices, mais aussi les expériences ou les communications. Bref, tout le monde veut poser des questions aux astronautes pour rendre les prochaines missions plus efficaces, pour aller toujours plus loin dans la recherche, mais aussi dans l'exploration. Une question, ça a été en partie abordé, mais de Alexandre sur Alexandre qu'on connaît tous très bien à la Rotonde. J'ai l'impression qu'il espère ne pas vieillir trop vite et qu'il aimerait savoir si s'il va faire un tour dans l'espace, il vieillira moins vite. Sachant, pour être plus sérieux, qu'on a dit, je crois, la fois précédente, qu'un aller-retour vers Mars, c'est déjà 500 jours environ, si on reste un peu sur place. Est-ce qu'on revient avec 4 ans de plus ou 4 ans de moins? On revient avec rien de plus ni rien de moins. En fait, on dit que c'est un vieillissement accéléré d'être astronaute, parce qu'effectivement, on a de l'ostéoporose, on a des problèmes cardiaques, mais en fait, c'est un vieillissement accéléré réversible. Donc, tout revient à son niveau normal au bout de quelques mois. Mais le fait d'aller dans l'espace, vous n'allez pas rajeunir, non? Alors, oui et non. C'est-à-dire que là, on rentre dans le domaine de la relativité. Et c'est quelque chose qui est amusant. Donc, c'est juste, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais plus on va vite et plus le temps se dilate en quelque sorte. Et donc, lorsque l'on est dans l'espace, on est quand même à 28 000 km/h. C'est un peu plus rapide que les personnes qui restent sur Terre. Et donc, il y a quelques années maintenant, un astronaute qui est parti, qui a vécu pendant 1 an dans l'espace. Et sur Terre se trouvait son jumeau. Les frères Kelly, donc Mark et Scott Kelly. Et certaines personnes ont calculé, voilà, ils sont nés le même jour. Quelle a été la différence avec Scott qui a passé 1 an dans la Station spatiale internationale? Et on parlait de millième de seconde, je crois, de différence. Peut-être 1 seconde maximum. Donc voilà, on peut peut-être imaginer rajeunir ou en tout cas vieillir différemment si on s'approche de la vitesse de la lumière, mais là c'est de la science-fiction. Mais c'est amusant quand même. Il y a une question d'un autre Alex qui se pose la question de qu'est-ce qui se passe s'il y a des clashs dans des expériences par exemple de cohabitation et comment peut-on faire pour les prévenir sur le côté psycho? Pour Mars 500, c'était clairement une question qui se posait. Et la chance qu'on a eue dans Mars 500, c'est qu'on a eu des tensions. Il y a eu des tensions au sein de l'équipage qui étaient principalement liées aux différences culturelles, mais il n'y a jamais eu de clash, il n'y a jamais eu de conflit. On arrivait toujours à communiquer pour désamorcer au plus tôt ces conflits. Et il y a beaucoup d'études qui sont faites, et Mars 500 en est un exemple assez important, pour justement essayer de comprendre ce facteur humain, puisque lorsqu'on parle d'exploration, ça va être des mois, des années avec un tout petit groupe, et s'il commence à y avoir des conflits, c'est un risque opérationnel. Donc comment prévenir ça? Je ne pense pas qu'il y ait une réponse simple. Je me retourne vers Pierre et vers Guillemette, mais pour Mars 500, ça a été la communication, ça a été aussi la sélection. Une des différences que l'on avait dans notre sélection de Mars 500 par rapport à une sélection d'astronautes, c'est qu'on était encore 4 candidats, 4 candidats européens, 11 candidats au total,
lorsqu'on a commencé à s'entraîner pour la mission. Et on s'est entraîné pendant 2 mois pour la mission Mars 500. Et c'est seulement au bout de 2 mois que l'équipage final de 6 personnes a été extrait de ces 11 candidats. Et j'imagine que les interactions que les personnes responsables de la mission, les psychologues qui étaient autour de nous ont pu voir, ces interactions lors de l'entraînement a été important pour la sélection de l'équipage final. Donc, il y a beaucoup de questions qui sont posées, on avance, il y a des critères qui semblent être importants, d'après ce que j'ai compris. Une psychologue m'a dit qu'en général, il essaie de trouver des personnes optimistes. C'est quelque chose qui a tendance à aider dans un petit groupe. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites, qui sont à faire. Ça reste une grande question. Et là, je laisse la parole à Guillemette. En fait, moi qui ai un certain âge, une certaine ancienneté dans toutes les manifs spatiales et les manifs de confinement, en fait, au départ, les manifs de confinement, essentiellement celles faites par les Russes, c'était quand même que des hommes. Donc l'équipage n'était pas mixte, il n'y avait pas de multiculture, et il y en a quand même certains qui se sont très très mal passés. Donc en fait, petit à petit, quand ils arrivent à faire un équipage mixte, je me rappelle de Sphinx, où il y avait 2 hommes et une femme. Il y a le nombre aussi. Le nombre est très important parce qu'en fait, on se rend compte que, par exemple, n égale 3 est très mauvais puisqu'ils sont toujours 2 contre 1. Donc, il y a le nombre, il y a le fait que ce soit mixte et le fait que ce soit multiculturel. Parce que je pense qu'effectivement, quand les gens sont d'une culture différente, ils s'apprécient plus facilement. Le problème de la langue, etc., si tout le monde parle, mettons, anglais, bon, c'est vrai qu'on va moins, entre guillemets, s'insulter en anglais qu'on pourrait le faire entre Français ou entre Russes, etc. Donc, je pense que ces 3 critères-là sont très importants. Et moi, je m'en suis rendu compte, puisque j'ai travaillé, quand j'étais scientifique, depuis 82, avec les Russes sur des confinements, etc. Et au fur et à mesure, ils ont quand même beaucoup amélioré la mixité, multiculturelle et le nombre de sujets. Et je pense que Mars 500 était une réussite pour ça. Ça sera vraiment la chose limitante quand même, la psycho, pour Mars. Psycho, les radiations, l'os, bon, il y a 3-4 clés là quand même, des verrous qu'il va falloir qu'on... D'ailleurs, on se demande pour Mars, on va mettre quoi, 6 hommes, 6 femmes, 3 hommes, 3 femmes, bon. Il y a quand même beaucoup de choses et beaucoup d'expériences au sol qui sont faites actuellement par les Russes, par exemple. Là, ils refont un confinement, ils refont un confinement de 8 mois, ensuite ils vont faire 2 confinements d'1 an. À chaque fois, ils changent un peu les critères au point de vue psycho, au point de vue équipage, etc. Je pense que c'est comme ça qu'on va arriver assez facilement à... Par exemple, dans Mir, moi je connaissais bien à l'époque les astronautes russes, il y avait quand même beaucoup plus de problèmes par rapport à la station maintenant, parce que c'était 3 ou 4 hommes qui étaient dans la station Mir complètement confinés, il y avait beaucoup plus de problèmes. Vous avez parlé lors du premier plateau repas, lors de celui-ci aussi, de l'agenda blindé, pourrait-on dire, des astronautes. Effectivement, on entend que leur emploi du temps est particulièrement serré, avec finalement une participation à des recherches scientifiques. Par rapport à Thomas Pesquet, peut-être en particulier, et par rapport aux thématiques et à l'impact sur le corps finalement de la vie en espace, est-ce qu'il y a des recherches auxquelles il participe plus précisément lors du prochain vol? Je crois qu'il doit avoir une 60aine d'expériences. Je dois avouer que je ne les connais pas toutes. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui sont directement opérées depuis Toulouse, au centre du CADMOS. Donc, on a des personnes sur Terre qui discutent directement avec l'astronaute lorsqu'il fait leurs expériences, comme GRIP ou GRASP, qui s'intéressent à l'appréhension. Lorsque les astronautes font cette expérience, je les vois assis, bien sanglés pour ne pas bouger, et ils ont un petit boîtier avec des poids au-dessus et en dessous et qui doivent bouger suivant une règle. Ils doivent s'arrêter au bon endroit, remonter avec un temps précis, un peu comme un tempo. Et ce système va mesurer l'appréhension, comment est-ce qu'ils appuient sur ce boîtier pour le maintenir. Est-ce que ça change entre le moment où ils sont dans l'espace et le moment où ils sont sur Terre? Donc, beaucoup d'expérience, oui. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'expérience. En fait, quand on est un astronaute national
on va dire, qui monte. Il fait toutes les expériences qui ont été sélectionnées par l'ESA, que tous les astronautes font à chaque mission, etc. Et en plus, on a droit de monter un certain nombre d'expériences, on va dire, nationales, c'est-à-dire préparées par des laboratoires uniquement français. Et là, Thomas va faire cette expérience spécifique nationale. Oui, ce que vous disiez, Romain, oui, effectivement, en fait, si vous voulez, au niveau de l'ESA, donc il y a les grands pays et il y a les petits pays. Nous, la France, on fait partie des grands pays avec l'Allemagne et on a droit, on a un USOS qu'on appelle, et en fait, toutes les expériences physiologiques qui sont faites dans la Station spatiale internationale, que ce soit par l'ESA, par la NASA, par les Russes, etc., sont managées depuis le CATMOS à Toulouse, c'est-à-dire depuis le centre expert de Toulouse. C'est-à-dire que toutes les expériences physiologiques passent par Toulouse et effectivement, on peut discuter. Les scientifiques étrangers viennent à Toulouse pour discuter avec l'astronaute, etc. Donc ça, c'est quand même un très gros plus que le CNES a en ayant ce centre expert, surtout que c'est la physio et que c'est quand même la partie la plus importante d'un astronaute. Le but des recherches, c'est évidemment le corps dans l'espace, le corps peut-être de façon plus générale, des recherches qui auront des applications sur Terre, mais c'est aussi, j'imagine, d'évaluer ce qui pourrait déjà être les conditions d'un vol long. Il y a déjà au point de vue fondamental, c'est pour un chercheur, nous on regarde ce que ça fait. Donc là on supprime la gravité, donc on regarde ce que ça fait. Donc, ça nous permet quand même de voir comment le corps a été façonné grâce à la gravité. La deuxième chose, il y a quand même beaucoup de retombées sociétales. Tout ce qui est vieillissement, obésité, etc., ça va être une des premières causes de décès dans le monde. Le diabète, etc. Donc, il y a quand même des causes sociales très importantes. Donc, on avance quand même très, très vite grâce aux expériences spatiales, grâce aux expériences d'alitement qui n'auraient pas lieu s'il n'y avait pas les astronautes, s'il n'y avait pas les expériences spatiales. Jamais aucune, que ce soit l'INSERM, le CNRS, etc., financerait des manifs comme ça. Alors, c'est le CNES quand même qui finance ce genre de manifs qui sont quand même très, très importantes pour la société. Il y a tous les appareils qui sont faits, parce qu'on ne vous a pas dit, mais on fait une quantité d'appareils, notamment le CATMOS. On est assez spécialisé dans tout ce qui est cardiovasculaire, c'est-à-dire qu'on arrive à faire des appareils cardiovasculaires qui étudient le système cardiovasculaire d'une façon très très fine, avec du matériel hyper costaud et hyper petit, puisqu'on paye au prix du kilo. On arrive à faire de l'échographie à distance, c'est-à-dire que tout ça, ça a beaucoup de retombées au point de vue sociétal, puisque les gens, quand ils habitent dans un bled quelconque, au lieu de faire 40 km, prendre une ambulance, aller faire une échographie, on leur dit, madame, vous n'avez rien, vous repartez chez vous. Donc, tout ce qui est télééchographie, c'est quand même très, très important. Et puis, bien sûr, c'est préparé. On a préparé les voyages dans l'ISS. Maintenant, on prépare les voyages sur la Lune. La gravité sera différente. Le temps de voyage sera différent. Après, bien sûr, c'est Mars. Bon. De toute façon, l'homme a toujours colonisé son espace, hein, donc je pense que c'est même pas au point de vue scientifique que ça intéresse l'humanité d'une manière générale. On voit pour les robots le succès que ça a. Je pense qu'il faut quand même qu'on arrive maintenant à amener de l'homme qui pourront faire beaucoup plus de choses qu'un robot. Hein. Je vous propose peut-être d'arrêter là cette nouvelle discussion avec toutes ces pistes. Évidemment, on ne parle pas de tout, c'est toujours un peu frustrant. Mais voilà, je voulais vous remercier pour tous les éclairages que vous nous avez apportés, toutes les pistes. Maintenant, à nous de suivre cette aventure. Il y a beaucoup de projecteurs là, qui sont effectivement braqués sur les nouvelles expéditions et les recherches en cours. Raphaël et Guillaume, je vous remercie aussi d'avoir travaillé dans les coulisses. Merci à tous qui nous avez suivis. Un très, très grand merci à vous trois pour votre participation. Le prochain plateau repas nous propulsera toujours dans l'espace avec la question « Peut-on vivre sur Mars ?» mais peut-être plus généralement, peut-on vivre ailleurs que sur Terre ? Ce sera vraiment avec un point d'interrogation au bout parce que là non plus, il n'y a pas de certitude. Et d'ailleurs, faut-il rêver d'une vie ailleurs ? Ce n'est pas sûr que ce soit la bonne question. Voilà, je voulais vous remercier vraiment chaleureusement. C'était un grand plaisir. Ça a été un grand plaisir de travailler, de préparer ces rencontres avec vous. Et on espère vous revoir bientôt. Voilà, merci à tous. Merci, bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, bonne journée.